Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, vous êtes sur la page d'Impact. Vous pouvez retrouver notre interview sur notre page Facebook ou sur notre Twitter Impact-Asso ou sur notre Instagram Impact-Immersion. Alors nous sommes avec Michel Gerfinkel, merci de nous recevoir. Vous êtes l'auteur du livre Israël peut-il survivre? La nouvelle règle du jeu. Alors, vous êtes un journaliste et écrivain. Vous avez d'ailleurs travaillé avec le Wall Street Journal, avec Commentary et des dizaines d'autres. Vous abordez dans ce livre, que l'on peut retrouver d'ailleurs sur Amazon ou sur la lecture en ligne de la maison d'édition Hugo et compagnie. Dans ce livre, vous abordez des sujets de la géopolitique d'Israël depuis 1948. Il y a un passage qui m'a marqué dans votre livre, où vous expliquez qu'il y a en moyenne une guerre en Israël tous les 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, comme on le sait, Israël a cette particularité que dès sa création, il a été attaqué par tous les États voisins, Oui. et même par un État de plus que les Ouais. États directement voisins. Et aujourd'hui, donc presque 69 ans après sa création, Israël n'est pas vraiment en état de paix avec la plus grande partie de la région. Il a signé des traités de paix très importants avec deux de ses voisins, l'Égypte et la Jordanie. Mais en revanche, ces paix sont des paix, disons, des paix froides plutôt que des paix chaudes. Et surtout, un très grand nombre de pays de la région ou d'entités de la région déclarent toujours qu'elles sont en guerre avec l'État d'Israël, qu'elles veulent détruire l'État d'Israël. Rappelez-vous qu'un État aussi important que la République islamique d'Iran a, de manière répétée, annoncé que son but était la destruction de l'État d'Israël. Rappelez-vous qu'un très grand nombre de pays arabes se refusent à reconnaître Israël. Rappelez-vous que bien que des accords ont été signés, les fameux accords d'Oslo de 1993 avec l'Organisation de libération de la Palestine, il n'en reste pas moins que la principale organisation membre de l'Organisation de libération de la Palestine, le Fatah, continue à tenir des propos appelant en fait au démantèlement de l'État d'Israël, et l'autre grande organisation palestinienne, le Hamas, également considère que le but de son combat est la destruction d'Israël. Donc cette situation tout à fait particulière, unique au monde en réalité, fait qu'en moyenne, depuis 1948, quand on divise le nombre de conflits par le nombre d'années, ou le nombre d'années par le nombre de conflits plus exactement, eh bien on arrive à une moyenne d'un conflit environ tous les 2 ans. Là encore, c'est une situation tout à fait particulière qu'aucun autre pays du monde ne connaît. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans le cas d'Israël, c'est que généralement, quand un pays est en guerre, quand un pays est confronté à une telle situation, eh bien, il prend des mesures d'urgence. Par exemple, en France, il y a une situation tendue depuis des actes de terrorisme particulièrement graves qui se sont produits il y a 1 an et demi, et par conséquent, nous vivons sous l'état d'urgence. Donc, l'État d'Israël confronté à une situation de guerre ou de semi-guerre permanente, l'État d'Israël aurait pu décider de remettre la démocratie à plus tard. Or, Israël fonctionne comme non seulement une démocratie intégrale, mais en réalité comme l'une des démocraties les plus avancées, non pas seulement au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il n'y a pas de démocratie. Dans le monde. Mais dans le monde. Voilà. Donc je crois que tout ça est très important. Israël est d'une part engagé dans une logique très dure, qui est la logique de la guerre, donc une logique de survie, et en même temps, Israël a décidé en même temps de pratiquer une autre logique, une logique de société ouverte, de société pacifique, de société démocratique. Très bien. Alors, justement, dans votre livre, vous parliez de l'OLP tout à l'heure. Dans votre livre, vous revenez sur la création de l'OLP.
vous dites, que pensez-vous de l'OLP d'aujourd'hui? Et surtout, trouvez-vous que l'OLP d'origine est la même que l'OLP d'aujourd'hui? Alors, l'Organisation de libération de la Palestine, c'est une, disons, une entité qui a été créée dans les années 60, qui était censée incarner un combat national palestinien contre ce qui était présenté comme l'agression ontologique contre le peuple palestinien et contre le peuple arabe, agression constituée par la création de l'État d'Israël. Cette OLP a, comme on sait, signé des accords avec Israël, les accords d'Oslo, qui ensuite ont été matérialisés sous la forme de la déclaration de principe signée à Washington. Tout le monde a en tête l'image célèbre de Rabin, le Premier ministre israélien, serrant la main de Yasser Arafat, le président de l'OLP, sous le regard protecteur du président américain Bill Clinton. Ça se passait donc en septembre 1993. Ces accords d'Oslo ont entraîné la création d'une nouvelle structure appelée l'autorité palestinienne, qui de fait fonctionne mal, mais fonctionne sur une partie des territoires qualifiés de territoires palestiniens. Et ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est que derrière l'OLP d'une part et ses différentes constituantes et l'autorité palestinienne, il y a un autre acteur qu'on appelle l'État de Palestine. Oui. Alors l'État de Palestine a été proclamé en fait à Tunis longtemps avant les accords d'Oslo. Cet État de Palestine dispose d'un certain nombre de reconnaissances diplomatiques dans le monde. Il est reconnu comme observateur ou comme membre à part presque entière par beaucoup d'organisations internationales, à commencer par l'ONU et l'UNESCO. Il est très clair que cet État de Palestine ne présente absolument pas les caractères constitutifs d'un État en droit international. Pour que quelque chose puisse être qualifié d'État, il faut qu'il ait un territoire sur lequel il y ait un gouvernement et comment dirais-je, une population définie. Aucun de ces caractères, il faut que ces trois caractères existent en même temps, et l'État de Palestine, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de territoire défini à l'heure actuelle, il n'y a pas de gouvernement fonctionnel dans ces territoires. Dois-je rappeler que, par exemple, en fait, ce qu'on appelle les territoires palestiniens sont divisés en deux. Il y a d'un côté la Cisjordanie dominée par le Fatah, de l'autre côté Gaza dirigée par le Hamas. En fait, il y a deux gouvernements qui prétendent représenter la Palestine, et il n'y a aucune espèce de définition claire de ce qu'est réellement la population palestinienne. Celle-ci n'a été consultée que de manière extrêmement discutable, et il y a déjà très longtemps. Donc aucun des critères qui permettent de dire nous avons un État en formation, aucun de ces critères ne s'applique à l'État, soi-disant État de Palestine. Si vous me posez la question, est-ce qu'il y a un changement entre le moment où le mouvement palestinien, où l'OLP a été créé, c'est dans les années 60, et la situation actuelle? Je dirais qu'il y a très peu de changements. On a espéré que les accords d'Oslo entraîneraient un changement, c'est-à-dire qu'en gros, on a espéré que l'autorité palestinienne serait, comment dire, un cadre qui permettrait peu à peu aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre, d'apprendre à vivre en paix, de développer une coopération pacifique, et que cette coopération pacifique elle-même aboutirait à terme sur un accord final obtenu par la négociation. Dans cet accord final, il peut tout y avoir. Il peut y avoir effectivement
c'est une des options. La création d'un État de Palestine souverain, c'est une des options possibles. Il peut y avoir d'autres formules. Beaucoup de gens sur la Terre vivent très bien en dehors d'un État souverain. Il y a des formules d'autonomie, il y a des formules de confédération qui existent. Toutes sortes de formules sont à envisager. Ces accords d'Oslo ont échoué. Ils ont échoué, ils ont explosé en plein vol, et ils ont explosé en plein vol parce que ceux qui s'étaient engagés du côté palestinien, c'est-à-dire en gros Yasser Arafat et les organisations qui dépendaient de lui, et qui sont toujours les organisations qui contrôlent l'autorité palestinienne et le soi-disant État de Palestine, ces organisations, en fait, n'ont jamais eu l'idée de jouer le jeu et de s'engager sur la voie de la coexistence pacifique avec Israël. Le Fatah, l'Organisation de libération de la Palestine, qui existe toujours, l'autorité palestinienne, l'État de Palestine et par ailleurs le Hamas qui est indépendant de ces structures et qui a pris le pouvoir à Gaza, toutes ces organisations continuent à refuser l'existence d'Israël. Au mieux, ils sont prêts à accepter une sorte d'existence transitoire d'Israël pour préparer l'avènement d'une grande Palestine dominée par les Arabes et dominée par en fait l'islam le plus radical au sein de la population arabe palestinienne. Très bien. Nous allons maintenant parler de la dernière résolution de l'ONU. C'était la première fois que les USA, donc que les États-Unis se sont abstenus devant une résolution anti-Israël. Alors, comment cela se fait-il alors que les États-Unis ont souvent soutenu Israël, historiquement? Comment se fait-il que ce mouvement ait eu lieu comme ça, aussi soudainement? Écoutez, cette résolution est intervenue le 23. Elle a été soumise au vote de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité des Nations Unies, oui. Du Conseil de sécurité, le 23 décembre 2016, c'est-à-dire tout à fait à la fin de la seconde administration Obama. C'est en fait le dernier acte de politique internationale important pris par le président Obama. Le président Obama, en gros, je schématise, c'est un président américain qui a très peu de sympathie, qui a eu très peu de sympathie pour Israël. Il y a eu plusieurs époques dans sa longue administration, 2 mandats, 8 ans, une époque très dure vis-à-vis d'Israël dans les 2 premières années, ensuite une seconde époque un peu moins dure, et enfin un durcissement en fin de parcours. Il y a un paradoxe avec l'administration Obama. Le paradoxe, c'est que c'est l'une des administrations américaines qui a été le plus hostile à Israël, fondamentalement. Il y a eu beaucoup d'administrations américaines, démocrates ou républicaines, qui n'ont pas été extrêmement favorables à Israël. Contrairement à une légende, l'Amérique n'a pas toujours, en tout cas le gouvernement américain, n'a pas toujours été pro-israélien, loin de là. Mais l'administration Obama se range, malheureusement, parmi les administrations qui n'ont pas été les mieux disposées vis-à-vis d'Israël. Mais au même moment, jamais l'opinion publique américaine, globale, n'a été plus pro-israélienne. Oui. C'est-à-dire que pendant toute la période Obama, et c'est un grand paradoxe, pendant toute la période Obama, en gros, le soutien à Israël aux États-Unis est de l'ordre de approximativement 70%. Ah oui. Alors, c'est tout à fait paradoxal. Et il y a un autre paradoxe américain, c'est que, en fait, pourquoi y a-t-il un si fort soutien à Israël dans l'opinion américaine? En fait, quand on essaie de répartir le soutien à Israël selon les préférences partisanes, c'est-à-dire démocrates et républicains, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Parti démocrate, qui traditionnellement était considéré comme le parti le plus pro-israélien
aux États-Unis. C'est en fait le parti où aujourd'hui la sympathie envers Israël a baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les démocrates ne sont plus pro-israéliens que dans une proportion d'environ 50%. C'est depuis Obama ou non, avant? c'était quelque chose, c'est un mouvement qui commençait à apparaître avant Obama, mais qui s'est radicalisé sous Obama. Tandis que le Parti républicain, qui, dans les premières années de l'État d'Israël, n'était pas favorable à Israël, qui n'a commencé à être un peu favorable à Israël que tout à fait à la fin de l'administration Eisenhower, mais encore c'était pas très net. Le premier président républicain qui a été, en termes de politique internationale, favorable à Israël, qui a soutenu Israël dans des circonstances très dures, c'était Richard Nixon. Ensuite, il y a eu une montée du pro-israélisme dans le Parti républicain et dans les administrations républicaines sous Ronald Reagan. Ensuite, il y a eu un président républicain qui est revenu à une politique relativement défavorable à Israël, et même assez nettement défavorable à Israël. C'est le premier président Bush. Oui. Et après, il y a eu un autre président républicain, le fils Bush, George W. Bush, qui a surpris beaucoup de gens, lui a été beaucoup plus favorable à Israël. Donc il y a une évolution qui s'est produite, et aujourd'hui, disons, les républicains, le parti républicain aux États-Unis est pro-israélien dans une proportion énorme. On peut dire que à peu près 85% des républicains, selon la plupart des sondages dont nous disposons, se déclarent absolument pro-israéliens, tandis que chez les démocrates, il y a eu une baisse sous Obama, mais sur le plan national, c'est-à-dire quand on additionne les républicains et les démocrates, on arrive à ce chiffre très important. Le paradoxe, c'est que les juifs américains, pour des raisons que nous pouvons examiner si vous le souhaitez, les juifs américains, très bizarrement, continuent dans une proportion des 2/3 à soutenir les démocrates plutôt que les républicains. Il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que si le parti républicain soutient Israël, c'est pas parce que il y a beaucoup de juifs qui votent républicains, c'est même le contraire, puisque en fait il y a une majorité de juifs américains qui votent pour les démocrates encore aujourd'hui, et qui votaient par exemple pour Obama pendant les années Obama, bien qu'ils aient eu disons des réactions parfois un peu épidermiques devant certaines attitudes d'Obama, ce qui explique le fait que, comme je le disais tout à l'heure, vers le milieu de l'administration Obama, le président Obama en était revenu à une politique un peu moins hostile à Israël. Et finalement, le 23 décembre, il s'est passé quelque chose de très très grave. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut comprendre que dans le cas des Nations Unies, une résolution de l'Assemblée générale n'a pas de valeur. Elle a une valeur purement indicative. Elle n'a pas de valeur contraignante. En revanche, une résolution du Conseil de sécurité peut avoir une valeur contraignante. Or, cette résolution, en gros, elle a dit que, et ceci en totale illégalité, c'est-à-dire en totale contradiction avec beaucoup d'actes et d'éléments du droit international, elle a affirmé que, en fait, tous les territoires situés au-delà de la ligne de cessez-le-feu qui était en vigueur jusqu'à la guerre des 6 jours, donc jusqu'au 4 juin 1967, en fait, étaient des territoires palestiniens, et que tout ce qu'Israël pouvait faire au-delà de cette ligne, et notamment, par exemple, la création de localités israéliennes, ce que l'on appelle les fameuses implantations ou colonies, comme cela se dit souvent en français, donc ces implantations colonies étaient déclarées illégales. Ce qui était très grave, c'est que cette même résolution, en plus, mettait en place un dispositif extrêmement lourd, faisant disons, des pressions sur Israël
sur ces sujets-là une priorité absolue des Nations Unies, puisque le secrétaire général des Nations Unies était sommé de donner des explications tous les 3 mois sur l'état de la situation. Donc cette résolution extraordinairement anti-israélienne, très grave puisque votée par le Conseil de sécurité, tout simplement, il n'y a pas eu de résolution votée par l'ONU plus dangereuse pour Israël. Or, là, Obama a fait quelque chose de très grave. Jusqu'à présent, quand les États-Unis étaient confrontés à une résolution anti-israélienne présentée par l'Assemblée générale ou par le Conseil de sécurité, généralement les États-Unis mettaient leur veto. Et donc, quand il y a veto, la résolution est nulle et non avenue, elle ne peut pas être votée. Comme les États-Unis n'ont pas usé de leur veto, ils n'ont pas voté pour cette résolution, mais ils n'ont pas usé de leur veto. Donc, de ce fait, la résolution a été votée. Donc, il y a maintenant une bombe à retardement contre Israël au sein des Nations Unies, au plus haut niveau. Et ça, c'est le cadeau de départ d'Obama. C'est par ce geste que l'on peut voir à quel point Obama a été, en fait, un président très hostile à Israël. Et vous parliez tout à l'heure des implantations justement en Israël. Vous avez une thèse dans votre livre qui dit que si on se fie exclusivement au droit international public, les implantations israéliennes seraient légales. Elles sont légales, elles sont absolument légales, et elles sont légales à plusieurs titres. D'accord. Le premier titre, c'est que, tout d'abord, la Cisjordanie et même Gaza n'étaient pas des pays existants avant que les Israéliens, dans une guerre d'autodéfense, en prennent le contrôle en 1967. Ce sont des territoires au statut incertain, et la puissance occupante légale que se trouvait être Israël au lendemain de la guerre d'autodéfense est reconnue comme telle par les Nations Unies par la résolution 242. Donc cette puissance-là était en fait autorisée à prendre énormément de mesures et de décisions qui en soi ne pouvaient pas être déclarées illégales, et qui d'ailleurs, dont la légalité a d'ailleurs été implicitement reconnue, puisque par exemple les accords d'Oslo, ou bien encore ce que l'on a appelé la feuille de route, c'est-à-dire des accords reprécisant et recadrant les accords d'Oslo et le processus de paix, ont toutes admises que tant qu'une solution négociée n'aura pas décidé du statut des territoires acquis par Israël, ou dont Israël a pris le contrôle en 1967, eh bien, les fameuses localités israéliennes ou implantations créées sur ces territoires avaient une existence légale, juridique, et étaient sous le contrôle juridique israélien. Cela fait partie des accords d'Oslo, cela fait partie du processus de paix. Qu'on m'entende bien, je ne dis pas que dans un processus de paix qui aboutit, on ne prenne pas une décision dans un sens ou dans un autre sur ces localités. Je dis simplement que dans leur situation actuelle, ces localités sont légales. Maintenant, ce n'est pas tout. Ça, c'est une première situation qui découle simplement de la résolution 242 qui a mis fin à la guerre des 6 jours, etc. Mais il y a une autre situation de droit beaucoup plus complexe et antérieure. Il faut comprendre que la Palestine, au sens mandataire du terme, donc un territoire dans lequel aujourd'hui vous avez d'une part Israël, d'autre part les territoires de Cisjordanie et de Gaza. La Palestine a été créée en même temps que la plupart des pays du Moyen-Orient, en même temps que la plupart des pays de l'Europe centrale et orientale, et en même temps que, d'une manière indirecte, la plupart des pays qui ont été appelés à être décolonisés dans les décennies suivantes, notamment en Afrique et en Asie.
Donc tout cela a été créé au lendemain de la Première Guerre mondiale. La Palestine a été créée en même temps, notamment que la Syrie, le Liban, l'Irak, et elle a été créée sur le même régime que ces pays, c'est-à-dire comme des mandats, c'est-à-dire comme des territoires appelés à accéder à l'indépendance un certain jour. Et la Palestine a été créée de manière explicite comme un foyer national juif. C'est-à-dire que le peuple pour lequel on créait le territoire de Palestine, c'était le peuple juif qui était considéré comme étant un peuple ayant des droits sur la Palestine, des droits historiques sur la Palestine, et un peuple étant par ailleurs en situation d'urgence, confronté à de graves problèmes, des problèmes, si vous voulez, analogues à ceux que nous voyons actuellement au Moyen-Orient avec les réfugiés du Moyen-Orient, les millions de réfugiés d'Irak, de Syrie et de l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Donc il y avait un problème d'urgence humanitaire, et pour régler ce problème, on avait décidé à la fois en combinant les droits historiques du peuple juif sur la Palestine et la situation humanitaire, d'ériger cette Palestine en foyer national juif. Le principe d'État mandataire, et il faut savoir qu'il y a eu 14 États mandataires créés au lendemain de la Première Guerre mondiale. En d'autres termes, il y a une jurisprudence considérable devant les instances juridiques internationales, notamment la Cour internationale de justice, sur comment on gère un pays mandataire, quel est le sort et l'avenir d'un pays mandataire. Comment on règle un problème quand il y a un problème sur l'interprétation du mandat. Il y a une jurisprudence considérable. Le consensus, c'est que un mandat, les termes du mandat ne peuvent pas être modifiés. C'est impossible. C'est-à-dire que à chaque fois que le problème s'est posé sur un autre territoire mandataire, la règle a été, et sur les pays les plus variés de la Terre, la Namibie par exemple, entre l'Angola et l'Afrique du Sud, il a été toujours décidé que le bénéficiaire du mandat à l'origine reste le bénéficiaire quoi qu'il se passe. La seule modification possible, c'est quand le peuple bénéficiaire, et dans le cas de la Palestine, c'est le peuple juif, décide librement et volontairement de renoncer à une partie de ses droits. En fait, les Juifs de Palestine et l'ensemble des populations juives du monde représentées à l'époque par l'Organisation sioniste mondiale avaient envisagé de renoncer aux droits qui leur avaient été accordés par le mandat de 1922, c'est en 1922 que ce mandat avait été décidé par la Société des Nations. Ils ont en fait accepté de renoncer à une partie de leurs droits lorsqu'ils ont accepté un plan de partage de la Palestine en novembre 1947. Oui. Ce plan prévoyait la création d'un État juif de Palestine, d'un État arabe de Palestine, et réservait le problème de Jérusalem qui était internationalisé pour une période de 10 ans. Seulement, les Juifs de Palestine et l'Organisation sioniste mondiale ont été les seuls à accepter ce plan. Les Arabes, la communauté arabe de Palestine, les représentants officiels de cette communauté, ont refusé ce plan de partage. Les États arabes réunis au sein de la Ligue arabe, à l'époque il y en avait 7, ont refusé ce plan de partage. Et non seulement ils ont refusé, mais dès que l'État d'Israël a été proclamé, ils l'ont attaqué. Donc il y a eu une situation de guerre. Il y a une règle en droit international qui est très simple, c'est que lorsque un accord, un traité, ne peut pas être exécuté, eh bien on en revient à la situation antérieure. Comme le plan de partage n'a pas été appliqué, il faut être deux pour exécuter un traité. Comme le plan de partage n'a pas été exécuté, on en revient à la situation antérieure.
Et la situation intérieure, elle dit quoi? Elle dit que la Palestine a été donnée souverainement par la Société des Nations et par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, a été donnée au peuple juif. De la même manière que l'Irak, la Syrie, le Liban étaient donnés au peuple arabe du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc, c'était donné donc, au peuple juif. Donc le peuple juif, du fait de la non-application du plan de partage de 1947, restait en droit, gardait en droit, en quelque sorte, une légitimité sur l'ensemble de la Palestine mandataire. Lorsqu'en 1967, à la suite d'une nouvelle guerre, et je répète, une guerre reconnue comme d'autodéfense, l'État d'Israël a pris le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza, en fait, l'État d'Israël récupérait le droit défini par le mandat sur la Palestine. Alors, à partir de cette situation, l'État d'Israël était en mesure de procéder à la création de localités juives en Cisjordanie, parce que la création de telles localités est prévue par le texte du mandat. Ces arguments de droit international ne disent pas, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, ça ne dit pas que les populations non israéliennes qui vivent dans l'ancienne Palestine mandataire, notamment Cisjordanie et Gaza, n'ont pas de droit. Cela ne signifie pas que l'État d'Israël ne puisse pas envisager et éventuellement ne doivent pas, pour des raisons d'opportunité politique, envisager d'accorder l'autonomie ou l'indépendance à ces populations et donc aux territoires sur lesquels elles vivent. C'est pas ça que je dis. Je dis que dans la situation actuelle, il y a une légalité très forte du côté israélien. Et donc, on ne peut pas déclarer que les implantations sont illégales. Et les déclarer ou faire comme si ces implantations sont illégales, c'est cela qui est illégal. Et là, je voudrais simplement mettre en relief une absurdité totale de une bonne partie des milieux diplomatiques internationaux. C'est notamment la ligne du Quai d'Orsay, mais c'est aussi la ligne, dans une certaine mesure, et très largement, du département d'État américain, de l'Union européenne. Il y a une contradiction extraordinaire. D'une part, on dit à Israël, vous devez revenir à la frontière, à la ligne de cessez-le-feu de 1967, parce que c'est une frontière internationale. Elle n'a jamais été une frontière internationale, mais on déclare que c'est une frontière internationale. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez pu construire au-delà de la ligne de 67, c'est illégal, ce sont des implantations, ce sont des colonies, c'est une colonisation illégale, et en fait vous devez, la peine est possible que si vous revenez sur la frontière de la ligne de 67, que nous déclarons être une frontière internationale. Or, en même temps, les mêmes, le Quai d'Orsay, le département d'État, l'Union européenne, en même temps, ils disent, oui, mais en même temps, Jérusalem-Ouest, c'est-à-dire le secteur de Jérusalem qui était contrôlé par Israël dans le cadre de cette ligne d'avant 67, ça n'appartient pas à Israël. Alors, il faut savoir, si la ligne verte, la ligne qui a existé jusqu'au 4 juin 1967, est une frontière internationale, au nom de quoi ne reconnaît-on pas Jérusalem-Ouest, c'est-à-dire l'endroit où il y a la Knesset, l'endroit où il y a la résidence du président d'Israël, l'endroit où il y a les bureaux du Premier ministre d'Israël, l'endroit où il y a les ministères israéliens. Pourquoi on ne reconnaît pas ça comme faisant partie d'Israël? Pourquoi dans, par exemple, les élections pour les Français de l'étranger, on compte les habitants français de Jérusalem comme à part des habitants d'Israël proprement dit?
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ambassade de France et d'ambassade des États-Unis à Jérusalem-Ouest? Oui. Il faut savoir où c'est une frontière internationale ou ce n'est pas une frontière internationale. Et on ne peut pas à la fois avoir son sandwich et, dans sa poche et le manger. Il faut savoir. Ou bien on le garde pour plus tard, ou bien on le mange. On ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas à la fois parler d'une frontière internationale et refuser de reconnaître Jérusalem-Ouest comme partie d'Israël. Je dis cela simplement pour dire que on manipule le droit international de manière totalement éhontée. Il y a le droit international, ça se définit très simplement. Ça se définit par le fait qu'on applique les mêmes règles à des situations analogues. Oui. Il y a une jurisprudence considérable sur le destin des pays mandataires. Il y a une jurisprudence extrêmement importante sur la situation qui peut résulter de guerre défensive ou la situation qui peut résulter de résolution des Nations Unies, ou d'autres actes internationaux tels que les accords d'Oslo par exemple, ou la feuille de route. Au nom de tout cela, on ne peut pas dire une minute que les localités israéliennes créées au-delà de la ligne verte soient illégales, et au contraire l'affirmer, c'est cela qui est illégal. Et justement, vous disiez que souvent, ces affirmations qui sont finalement fausses se retrouvent souvent dans les milieux de la démocratie, de la diplomatie internationale. Et je voulais juste, et donc il y a beaucoup de contradictions, mais il y a aussi des changements au niveau des rapports entre les rapports diplomatiques internationaux, notamment comme on peut le voir en ce moment, non seulement avec Obama qui a pris des décisions très souvent défavorables à Israël, mais aussi un rapprochement de la Russie avec un rapprochement des rapports entre la Russie et Netanyahou. Et comment cela se fait-il? Alors évidemment, il y a beaucoup de spéculations sur des renversements d'alliances. Ouais. Il y a des spéculations sur un renversement d'alliance par lequel Israël cesserait d'être prioritairement lié aux États-Unis et s'appuierait désormais sur la Russie, voire même, on a évoqué ces possibilités, sur d'autres pays comme la Chine et comme l'Inde. Disons que il y a beaucoup de plans sur la comète dans tout cela. Ce qui est vrai, c'est que rien ne prouve que les liens étroits qui existent aujourd'hui pour un ensemble de raisons entre les États-Unis et Israël se maintiendront toujours. Oui. Rien n'interdit non plus à d'autres pays de se rapprocher d'Israël et d'entretenir des relations de plus en plus étroites avec Israël. Il est vrai que la Russie, sous Poutine, a décidé d'avoir des relations dans l'ensemble respectueuses et amicales avec Israël. Je vais en noter les limites dans une seconde, mais il n'en reste pas moins, ce sont des relations qui ne sont pas hostiles. Il est vrai aussi que, par exemple, il y a un certain nombre de pays arabes ou musulmans qui ont entamé des rapprochements avec Israël. Oui. Et il est de notoriété publique que beaucoup de pays sunnites, très inquiets de la montée d'une grande puissance chiite, qui leur est très hostile, qui leur est aussi hostile qu'elle ne peut l'être à Israël, je parle de l'Iran, ont tendance à se dire, finalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous lient à Israël que de choses qui nous séparent d'Israël. Donc la possibilité d'une alliance diplomatique, stratégique, économique, technologique, ce sont des possibilités qui sont examinées sérieusement et qui aboutiront peut-être à quelque chose. Mais reprenons, si vous voulez, par exemple, le rapprochement entre la Russie de Poutine et Israël. En fait, Poutine a eu l'immense intelligence de ne pas
d'admettre qu'il n'avait aucun intérêt à être hostile à Israël. Oui. Il n'a aucun intérêt à être hostile à Israël parce que tout simplement, Israël est un pays où il y a une communauté d'origine russe ou d'origine ex-soviétique, en tout cas russophone, extrêmement importante, parce qu'il y a toujours en Russie une population, une communauté juive non négligeable, que les liens entre Israël et cette communauté sont profitables à la Russie. Donc, Poutine a eu l'intelligence de comprendre que ce n'était pas l'intérêt de la Russie que d'être anti-israélien. Oui. Pour autant, Poutine n'a pas renoncé non plus à une alliance avec les ennemis d'Israël. Donc, disons qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, disons que les Israéliens sont contents de pouvoir gérer au mieux possible leurs relations avec Poutine, mais que la Russie de Poutine n'est pas le pays fondamentalement amical que l'Amérique a été, en gros, depuis la création d'Israël, en dépit, encore une fois, de l'hostilité de certaines administrations. Donc, on n'en est pas tout à fait là. Je voudrais dire une chose, si vous permettez, qui s'est un peu précisée depuis que j'avais rédigé mon livre, c'est-à-dire au cours des 5-6 dernières années. On a le sentiment qu'une bonne partie du monde est en état de schizophrénie totale vis-à-vis d'Israël. Prenez par exemple la France, l'opinion publique française ou l'opinion publique européenne. C'est une opinion publique qui, d'un côté, sait très bien qu'Israël est un pays démocratique, le seul pays démocratique du Moyen-Orient, un des pays démocratiques les plus remarquables au monde. Cette même partie de l'opinion sait très bien comment dire, Israël est la start-up nation, une nation qui a fait des choses absolument extraordinaires sur le plan économique, technologique, que c'est une nation très intéressante sur le plan sociétal, très ouverte sur le plan sociétal, une nation qui respecte les droits de l'homme et de la femme de manière tout à fait exceptionnelle. Mais de l'autre côté, il y a encore une autre... Mais de l'autre côté, en même temps, on trouve tout à fait naturel de condamner Israël et de faire comme si tous les problèmes du Moyen-Orient étaient de la faute d'Israël, ce qui devient de plus en plus une absurdité totale. Quand on voit le chaos qui règne actuellement au Moyen-Orient, faire d'Israël le responsable principal de ce chaos, c'est une vue de l'esprit. Et on a un peu la même schizophrénie un peu partout. On a la même schizophrénie dans l'opinion arabe, puisque beaucoup de pays arabes, en fait, regardent de plus en plus Israël comme un partenaire potentiel très important et très positif, mais continuent en même temps à le regarder comme un ennemi ontologique, n'est-ce pas ? Et on a la même situation avec des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde peut-être un peu mieux située, mais prenons par exemple la Chine. C'est très intéressant ce qui se passe avec la Chine. La Chine a des relations économiques, technologiques et même, je dirais, culturelles de plus en plus étroites avec Israël. Les Chinois sont passionnés par le modèle israélien. Il n'en reste pas moins que les Chinois, non seulement continuent à avoir des positions diplomatiques, notamment aux Nations Unies, hostiles à Israël, mais qu'en même temps, les Chinois continuent à avoir des relations militaires qui favorisent des ennemis mortels d'Israël, comme l'Iran. Oui. Donc, il y a une situation schizophrénique dans le cas de la Chine. Ce sont des situations très étranges, très bizarres, mais Israël a démontré une extraordinaire capacité à vivre avec ces paradoxes, ces contradictions. Alors maintenant, parlons un peu des Israéliens. Dans votre livre, vous abordez justement le sujet du conflit entre les religieux et les laïcs en Israël. Ce conflit a-t-il un impact dans la politique israélienne et surtout dans la société israélienne et dans la vision politique des Israéliens? Écoutez, d'abord, je voudrais dire que aujourd'hui, on peut dire que la société israélienne est une société
où il n'y a pas seulement, par exemple, un conflit ou bien une polarisation entre religieux et non religieux, on s'aperçoit que c'est une société très ouverte et où, en fait, des modèles de société qui, normalement, ne pourraient pas coexister, parviennent à coexister de mieux en mieux. Vous avez les laïcs israéliens, vous avez les religieux israéliens, c'est-à-dire les religieux qui, tout en étant très religieux, sont très intégrés dans la société, disons, israélienne moyenne. Vous avez le milieu ultra-orthodoxe israélien, qui est un petit peu en dehors du mainstream israélien, à la fois des laïcs et des sionistes religieux. Et puis vous avez les différentes communautés, parce qu'il n'y en a pas une, il y en a beaucoup, les différentes communautés non juives d'Israël, les Arabes israéliens, les Druzes, et chez les Arabes israéliens, vous avez les Arabes du Nord, les Arabes de Jérusalem, les Bédouins du Sud. Donc vous avez toutes sortes de communautés, et ces communautés, en fait, logiquement, elles présentent de telles différences qu'on ne voit plus très bien comment elles pourraient vivre ensemble. Or, et c'est ça qui est tout à fait admirable, elles vivent de mieux en mieux ensemble. Ouais. Il y a des conflits et des tensions. Autrefois, il y avait des conflits et des tensions chez les juifs israéliens, par exemple, entre les Ashkénazes et les Séfarades, les juifs européens et les juifs venus des pays d'Orient. Aujourd'hui, il y a toujours des différences, mais on ne peut plus parler de conflits comme il y en avait. Aujourd'hui, par certains côtés, il n'y a plus un conflit entre les religieux et les laïcs, il y a plutôt un conflit entre, d'un côté, les laïcs et les sionistes religieux et les ultra-orthodoxes. Et même ce conflit-là est en train de se résorber. Et nous voyons même chez les Arabes israéliens une intégration, une israélisation de plus en plus poussée de ces Arabes israéliens. Donc il y a une situation très, très, très étonnante, très intéressante et beaucoup moins préoccupante finalement qu'on veut le dire. Parlons, si vous voulez, du cas des ultra-orthodoxes israéliens. Les ultra-orthodoxes israéliens, c'est une communauté qui connaît une progression démographique extraordinairement forte. En fait, les ultra-orthodoxes israéliens ont une natalité, par exemple, un taux de natalité qui est non seulement le plus fort d'Israël, mais c'est un des plus forts du monde. Et tout simplement, les ultra-orthodoxes, les juifs ultra-orthodoxes israéliens ont une croissance démographique très supérieure, par exemple, à celle des musulmans israéliens. D'accord. Cette communauté, il y a encore quelques années, on pouvait se demander si elle n'allait pas constituer un très grave problème et une très grave hypothèque sur l'avenir d'Israël, parce que cette communauté se tenait à l'écart de la société israélienne, de l'économie israélienne, ne participait pas à l'essor technologique et scientifique d'Israël, ne participait pas en fait à l'essor militaire non plus, à l'armée, ne participait pas au marché du travail israélien. Donc il y avait un problème qui semblait être en train disons, de monter concernant cette communauté. Or, et ça c'est vraiment très important, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'elle est en train de s'intégrer à la société israélienne. Bien sûr, elle s'intègre tout en obtenant, et c'est ça le miracle de la démocratie israélienne, en obtenant une reconnaissance de son identité et une reconnaissance de ses droits. Et il en va de même pour beaucoup de groupes actuellement en Israël. Donc je suis plutôt optimiste sur... je crois que la société israélienne est très ouverte, et c'est une ouverture qui entraîne une coexistence de plus en plus réelle entre ces différents groupes. Il n'en reste pas moins que, bien sûr, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des
des projets de société quelque part un petit peu différents. Il y a des visions de ce qu'est Israël, de ce qu'est le peuple juif, qui peuvent être différentes. Il peut y avoir toutes sortes de difficultés de ce genre, mais je crois que la capacité de les résoudre par la démocratie et par un véritable vivre ensemble est très élevée en Israël, beaucoup plus élevée que dans beaucoup d'autres pays du monde. Et alors, en 2011, vous vous posiez donc la question qui est le titre de votre livre, Israël peut-il survivre? Est-ce que vous vous posez toujours cette question en 2017? Et pourquoi cette question? Alors, en 2011, j'avais décidé de poser cette question parce que j'étais frappé par le fait que une grande partie de l'opinion française continuait à poser cette question. Elle continuait à poser la question, finalement, est-ce qu'Israël peut survivre? C'est un peu paradoxal. Aucun pays n'a un bilan plus spectaculaire qu'Israël. La croissance démographique ou économique ou scientifique ou technologique d'Israël, sa réalisation en termes de démocratie, il n'y a simplement pas de comparaison. Vous n'avez pas de pays qui ont connu, qui ont été confrontés à tant de challenges et qui ont pu aussi bien les dominer. Et néanmoins, il y a, on va dire, une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé, c'était il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à écrire ce livre, beaucoup de gens disaient, mais est-ce qu'Israël peut survivre? Est-ce que finalement le destin d'Israël ne sera pas, comme beaucoup d'autres pays, de s'effondrer dans quelques années? Donc, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai posé la question, j'ai mis la question dans le titre, et j'ai essayé de prouver que raisonnablement, on pouvait dire le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, Israël présentait une capacité de résilience bien supérieure à celle de beaucoup de pays au monde, y compris de pays européens. Il y a des pays européens dont on n'est pas sûr de la survie en tant que telle, ou bien de la survie en tant que même société, ou en tant que société démocratique dans quelques années. Tandis que on peut être beaucoup plus confiant en ce qui concerne Israël. Et 6 ans plus tard, le livre est paru en 2011, nous sommes en 2017, 6 ans plus tard, eh bien, comme vous le savez, énormément de choses se sont passées dans le monde, et notamment au Moyen-Orient. Et ce que nous avons vu, c'est l'effondrement d'un très grand nombre de pays au Moyen-Orient. Effondrement total ou effondrement partiel. Et une situation de chaos s'est installée dans une bonne partie de la région. Tandis que Israël a continué à exister, et qui plus est, a continué à exister en tant que pays, encore une fois, ouvert, de plus en plus ouvert. Donc, je pose la question de la survie de l'Europe. Elle survivra quand elle sortira d'idées toutes faites, d'idées, il faut bien le dire, irréalistes, absurdes, de mantras ou de doxa toutes faites, et qu'elle regardera la réalité au Moyen-Orient et la réalité autour d'Israël. Si l'Europe sait regarder le réel en face, sur Israël comme sur le reste, l'Europe survivra. Sinon, c'est l'Europe elle-même qui est promise à un démembrement ou à une désintégration de plus en plus rapide. Sur la question des élections, des prochaines élections, je commencerai par dire que il y a des candidats qui ont ouvertement pris le parti des, je ne dis pas des Palestiniens, mais des gens qui prétendent représenter les Palestiniens. Et il y en a d'autres qui sont plus évasifs sur la question. Malheureusement, je n'ai vu chez aucun des candidats qui sont actuellement en lice, je n'ai vu chez aucun
l'intelligence et le courage politique consistant à dire Israël est un pays exemplaire, nous n'allons pas seulement le soutenir pour je ne sais quelle raison sentimentale, mais nous allons le soutenir parce que tout simplement c'est un pays qui nous inspire, c'est un pays dont nous avons besoin, c'est un pays dont le Moyen-Orient a besoin, et finalement c'est un pays dont le monde arabe et musulman lui-même a besoin pour pouvoir aller plus loin et sortir de sa crise actuelle. Je n'ai vu aucun homme politique français s'engager sur ce chemin-là, dire des choses de ce sens, et je voudrais quand même rappeler qu'il y a beaucoup d'hommes politiques dans le reste du monde qui, eux, ont pu dire cela. Les deux candidats à la présidentielle américaine, c'est-à-dire Donald Trump qui a été élu et Hillary Clinton qui n'a pas été élue. On a une autre question qu'on vient de poser sur Trump, donc ça tombe bien. Bon, on parlait positivement d'Israël. Vous avez la première ministre actuelle de la Grande-Bretagne qui parle positivement d'Israël. La chancelière allemande parle beaucoup plus positivement d'Israël que tous les hommes politiques français actuels. Donc je crois que malheureusement, la classe politique française aujourd'hui est très décevante par rapport à ce problème-là. Et je crains malheureusement que sa cécité ou son manque de courage par rapport à Israël présage une cécité et un manque de courage sur beaucoup de problèmes strictement français. Alors donc en conclusion, Israël peut-il survivre? Oui. Et je dirais même Israël doit survivre. Israël doit survivre, évidemment. Comment dire? La survie d'Israël, c'est important pour les Israéliens, ouais. C'est important pour les Juifs dans le monde, mais je pense que la survie d'Israël, c'est important pour le monde entier. C'est important pour l'avenir du monde. Ce serait une catastrophe pour l'humanité qu'un pays qui a obtenu tant de résultats en termes humains ne survive pas. La survie d'Israël, je crois, est un impératif moral, mais c'est aussi un impératif géopolitique pour l'avenir de la planète. Michel Gurfekel, je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez donc retrouver le livre de M. Gurfinkel sur Hugo et compagnie sur le site de Hugo Gurfinkel, Israël peut-il survivre? Et nous vous remercions donc une fois de plus pour cette interview. Et vous pouvez réagir à cette interview sur Twitter, sur notre Twitter, impact-asso. Merci, au revoir. Merci.